parole à Louisa, qui a 8 minutes pour cette première partie. Peut-être je fais moins. Est-ce que j'utilise le micro? Oui, oui, bien sûr. Tout simplement. Bien sûr. Alors, bonsoir tout le monde. Vous m'entendez au fond? Oui, c'est bon. Tout d'abord, j'aimerais, au nom de la Fédération genevoise de coopération, remercier un mouvement de la coopération internationale, MCI, de nous avoir invités à participer de cette table ronde dans le cadre du 60e anniversaire de l'association. Et je présente aussi la secrétaire générale qui est présente ici aussi pour honorer cet espace d'échange avec les partenaires qui viennent directement depuis le Brésil. Et avant de commencer ma présentation, j'aimerais quand même souligner que la Fédération genevoise de coopération, que je vais appeler FGC, parce qu'à la FGC, on utilise toujours les sigles, que la FGC contribue depuis la société civile. Je pense que ça, c'est très important à savoir, depuis la société civile genevoise, à ce que les instances de l'État suisse, à tous les niveaux, accomplissent leur engagement international d'atteindre le 0,7% du PIB. Ça, c'est très important parce que ce n'est pas l'aide bilatérale, c'est une aide dont la FGC participe comme une organisation de la société civile. Le financement est donc provient de l'argent public, mais par la voie de la société civile où l'État suisse à tous les niveaux contribue avec les organisations non gouvernementales de Suisse. La Fédération, dans sa déclaration des principes, prône sa contribution à l'élimination des inégalités qui subissent les populations du Sud et sa contribution à l'augmentation de la liberté des choix des populations. Pour ce faire, elle définit globalement les projets à financer, établit un cadre dont on peut parler des 5 points qui sont importants. 1. Le développement est une affaire des populations du Sud. Ce n'est pas une imposition de la Fédération, c'est une affaire des populations du Sud, organisée en organisations non gouvernementales, organisations à la base, fédérations, organisations paysannes ou autochtones, syndicats, services publics si eux, ils travaillent avec une démarche participative, etc. Un deuxième point, c'est que les partenaires comme Sequoia ou Puricama ou FECONAT doivent avoir un fort ancrage dans les contextes locaux, ce qui leur permet de proposer des réponses adéquates et convenables aux problématiques que ces associations aimeraient surmonter. Un troisième point, c'est dans la mesure du possible, et je vais revenir là-dessus après, ces partenaires travaillent connectés au cadre des références nationaux et en collaboration avec les autorités politiques ou publiques. Des actions de plaidoyer cherchent à ce que les États développent des politiques publiques en faveur des populations à ces différents niveaux. Un quatrième point, c'est les actions, toutes ces actions, interventions à travers les projets s'inscrivent dans une volonté de pérennisation de ces démarches pour un meilleur avenir des populations qui sont ciblées, avec une perspective toujours des droits. Droit à l'éducation, droit à la santé, droit à l'emploi local, droit à la valorisation des ressources locales, à la souveraineté alimentaire, à l'agroécologie, à la bonne gouvernance participative, etc. Et un cinquième point, qui est la FGC encourage dans les interventions de ces organisations le travail avec du personnel local, dans la mesure du possible.
On sait, comme c'est le cas des Sequoia, ou dans d'autres contextes difficiles, où des volontaires du Nord sont nécessaires pour contribuer au renforcement des compétences dans des dynamiques toujours de sororité. Parce que les compétences locales ne sont pas les mêmes, parce que les distances sont énormes, comme on verra tout à l'heure. Donc, il y a des contraintes qui obligent à envoyer du personnel expatrié. C'est dans cette perspective de durabilité et de pérennité que la FGC encourage ses organisations membres à réfléchir dès le début des interventions, à prendre des mesures pour l'appropriation des dispositifs mis sur pied par les projets et par les interventions par les autorités politiques, par les autorités publiques, pour que ces dispositifs à succès puissent se convertir en politique publique. Voilà, je crois que j'ai tenu mon temps. Hein. Oui, même moi. Donc, d'accord. Merci. Je laisse le reste de la deuxième partie. Très bien, parfait. Des débats, des ateliers, des rencontres. Et je pense que ça fait assez suite à ce dont on a, aux sujets qui ont été abordés à l'occasion de ces 50 ans. Donc voilà, je suis très content d'être là ce soir. Pour ma part, l'idée c'est de faire un témoignage en lien avec un projet qu'on soutient en Amazonie péruvienne, qui fait en fait un peu écho au projet qu'on soutient en Amazonie brésilienne. Et l'idée c'est de pouvoir montrer en fait sous la forme de deux exemples concrets des conclusions finalement qui sont assez proches. Donc le projet en Amazonie péruvienne, en fait, de manière très résumée, principalement, il consiste à soutenir une organisation qui représente des villages Kichwa qui sont originaires du bassin Tigré. Et en fait, ces villages se sont organisés pour dénoncer les conséquences de l'exploitation pétrolière sur leurs terres, une exploitation qui dure depuis 50 ans et puis qui a eu des conséquences énormes en fait sur leur mode de vie, sur leur environnement. Il y a eu beaucoup de problèmes de pollution, ça a signifié des transformations sociales vraiment très importantes. Et donc nous, ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'on apporte un soutien à cette organisation. Les représentants de l'État péruvien au niveau national, régional, municipal, et on appuie plus spécifiquement un programme de surveillance écologique qui consiste à former en fait des jeunes indigènes dans les villages pour qu'ils soient capables en fait de dénoncer toutes les conséquences de cette exploitation pétrolière, notamment les fuites de pétrole dans l'environnement, les sites pollués, abandonnés, et en fait par la suite utiliser cette information pour faire du travail de plaidoyer. Bienvenue. Il me semble qu'il n'y avait pas d'autres, parce que j'ai vu passer des gens qui avaient pas très bien orientés. J'ai vu passer Gabriella, une ou deux personnes. J'ai l'air de pas trouver la ouais, peut-être juste Gabriella, en tout cas je l'ai vu passer, elle n'est pas revenue. Pardon. Et donc voilà, donc ça c'est le cadre général. Donc par rapport à l'appui qu'on apporte à cette organisation qui s'appelle FECONA, Fédération des communautés natives du Haut-Tigré, en plus de ce programme de surveillance écologique, on lui permet d'avoir un appui au niveau de conseil légal, au niveau de conseil sur les questions environnementales. Donc il y a des experts externes qui interviennent, des appuis au niveau du renforcement de son fonctionnement institutionnel. Donc il y a différents axes de travail. Et puis, en fait, pour nous, ce qui était assez important pour que vous puissiez bien comprendre en fait, le contexte dans lequel on travaille, c'est de pouvoir vous montrer un peu en fait, la zone d'intervention. Alors, donc, nous, la plupart des villages Kichwa, en fait, ils se situent au nord du bassin Tigré. Le Rio Tigré ou la rivière Tigré, c'est cette rivière-là qu'on voit, qui descend là, du nord au sud. Et puis, donc, les communautés, elles se trouvent là-haut.
Et en fait, donc le centre administratif le plus important dans cette région, c'est la ville d'Iquitos. Non, c'est une assez grande ville, la plus grande ville du monde qui n'est pas connectée par la route. Et puis, en fait, donc voilà, donc là vous pouvez la situer par rapport à Lima. Et donc une fois qu'on est arrivé à Iquitos, alors c'est là qu'il y a la plupart des démarches administratives pour lieu. C'est là que la fédération a son siège, Felconet a son siège. Et puis, donc c'est de là qu'on va partir pour faire un voyage pour remonter jusqu'où se trouvent les communautés. Donc là, il y a des galeries où on peut voir, donc ça c'est la ville d'Iquitos, ça c'est les dirigeants de la fédération qui sont réunis dans leur bureau. Et puis ensuite, les bateaux qu'on utilise pour voyager, enfin qu'ils utilisent pour voyager dans les communautés. Donc il y a une première partie du voyage, il s'agit de remonter le Rio Marañón, qui est celui-ci, jusqu'à l'embouchure du Rio Tigre. Ensuite, on remonte la première partie du Rio Tigre jusqu'au chef-lieu de cette région qui s'appelle Imbituto. Donc là, il y a déjà à peu près 2 jours de voyage, 2 jours et 2 nuits. Et puis, à Imbituto, là, c'est là que la plupart des transports publics s'arrêtent. Et là, en fait, il faut réussir à trouver une embarcation. Enfin, il y a des embarcations en fait, qui vont plus haut, qui font du commerce. En fait, là, on peut voir un peu mieux à quoi elles ressemblent. Donc, c'est des commerçants, ils font du truck dans les villages. Donc, ils s'arrêtent dans chaque village et puis ils transportent des passagers. Mais alors, ça avance vraiment très lentement. Parce que dans chaque village, ils doivent s'arrêter, ils font leur commerce. Et donc, c'est les seuls moyens de mobilité qu'il y a pour les habitants des communautés. Et donc, avec ce moyen de transport-là, ils vont remonter. Je vais vous mettre entre les deux, ça va un peu mieux. Ils vont remonter le Rio Tigre. Donc, vous voyez, c'est vraiment pas en ligne droite. Non, ils vont remonter. Et puis, pour arriver jusqu'à, par exemple, une des communautés avec laquelle on travaille, elle s'appelle Marsella. Donc là, on arrive dans la zone d'exploitation pétrolière. Si on revient un peu, si je me mets comme ça, là, on voit les infrastructures pétrolières. Toutes ces lignes blanches, c'est les routes, c'est les oléoducs, et puis les plateformes, les plateformes d'exploitation, en fait. C'est assez grand, hein, il y en a des centaines, donc c'est vraiment une industrie assez importante. Et donc, quand on arrive à Marsella, on est à peu près à 600 km d'Iquitos, et puis on peut facilement avoir voyagé pendant une semaine. Donc, c'est ça qui est assez important de comprendre. Et donc là, vous avez une communauté typique du Rio Tigre. On voit un peu, pour aussi avoir une idée de à quoi ça ressemble. Je vais aller trop vite. Ouais, c'est vraiment très. Enfin, voilà, ils ont une mode de vie vraiment très, très basique. Et en fait, par exemple, typiquement en face, là, c'est là où on trouve des. Enfin, là, en l'occurrence, il y a des sites pollués qui ont été identifiés. Bon, il faut bien comprendre qu'il y en a des centaines dans la zone. C'est juste pour vous illustrer. Là, c'est typiquement des déchets issus d'activités pétrolières qui ont été abandonnés. On voit que toutes les eaux souterraines sont clairement polluées au pétrole. Donc là, ce site-là, il est directement en face de la communauté. Et puis, il y en a d'autres qui sont clairement plus éloignés, par exemple celui-là, où là, pour accéder, on doit aller en pirogue, en fait, remonter cette petite rivière que vous voyez là. Puis ça dure à peu près 2 jours. Et puis, si on arrive à naviguer, parce que des fois, il y a des obstacles, le niveau de l'eau n'est pas assez élevé. Et puis là, on est sur un autre site, pollué. Donc là, en fait, c'est des déversements d'eau toxiques qui sont des résidus en fait, liés à l'extraction du pétrole. Dans ces zones-là, quand on extrait du pétrole, 90% de ce qui est extrait, c'est des eaux polluées. Et puis, pendant 40 ans, elles ont été déversées directement dans les rivières. Donc là, typiquement, donc ça, c'est les pirogues avec lesquelles on accède à ces zones-là. Et là, vous pouvez voir, donc là, c'est
ça c'est une zone déversement en fait, d'eau de ces eaux de production. Et donc là, il y a la zone d'activité pétrolière, et puis en aval de cette zone-là, c'est là qu'on voit, qu'on trouve tous ces sites pollués abandonnés. Donc voilà, je ne vais pas ça va faire forcément beaucoup plus long parce que j'ai compris qu'il n'y avait pas beaucoup de temps, mais ça, voilà, c'est pour l'introduction. Ok, donc du coup. Voilà, est-ce qu'on passe à Mauricio ou attends, non, toi tu Alors, je montre la carte. Oui. Alors, bonsoir. On passe maintenant à l'Amazonie brésilienne, dont la capitale est Manaus. Nous avons un siège administratif à Manaus, d'où nous partons pour l'intérieur des terres en remontant le Rio Negro, le principal affluent de l'Amazone, sur plus de 730 km pour arriver dans la petite ville de Santa Isabel du Rio Negro. Et là, nous avons une base opérationnelle. À Santa Isabel, c'est une petite municipalité, hein, c'est là que nous organisons et préparons les voyages pour l'intérieur des terres, notamment le Rio Maraoya. Alors là, il va nous montrer d'abord le siège à Manaus, au centre-ville, qui est un siège administratif. Les départs en bateau, ce sont des bateaux donc publics, hein, pour qui désirent voyager. Et ces voyages durent 3 jours et 3 nuits pour arriver jusqu'à Santa Isabel de Rio Negro. Alors là, on arrive à Santa Isabel, nous avons un siège opérationnel et aussi un siège d'appui pour les Yanomami lorsqu'ils arrivent en ville. Avec notre équipe de travail en train de préparer les voyages. Et on voyage dans ces hors-bords en aluminium avec les équipes, le matériel et beaucoup d'essence. Les voyages pour arriver par exemple dans le village de Mauricio peuvent prendre plusieurs jours, de 3 à 6, 7 jours selon le niveau des eaux. On doit tout prendre avec, ce sont des voyages coûteux et longs. On dépense environ 600 litres d'essence pour une remontée. Et comme il n'y a pas de poste d'essence, on doit compter avec l'essence aussi pour le retour. On monte le Rio Negro, encore un petit bout, et on entre alors dans un affluent qui est le Rio Maraoya. Et pour simplifier les choses, il y a des rapides, il y a pas mal de chutes d'eau qu'il faut traverser, tout décharger, transporter. Voilà. Alors, quand la crue est grande, les chutes sont beaucoup plus importantes, donc il faut tout enlever, on traverser les cachoeirs, les chutes, et puis ensuite continuer le voyage. Alors en remontant, dans cette rivière se trouvent 22 villages, une population de 2500 Yanomami. Maurice tout à l'heure va nous parler de son peuple et puis de l'ensemble de la réalité Yanomami. Et là on remonte, beaucoup de contours, beaucoup de plages, beaucoup de cailloux, beaucoup de rapides, pour arriver finalement, après entre 3 et 7 jours, dans la communauté de Ishima, qui est le village donc, de Mauricio. Voilà un village, alors ça c'est un chapeau, c'est un village circulaire où habitent entre 150 et 200 habitants, toujours avec une place centrale pour les activités culturelles, le chamanisme, et puis aussi pour les enfants. Et là, voilà le chef du village, du Ishima, qui s'appelle Carlito, qui était déjà venu à Genève du reste. Voilà. Alors, Mauricio va nous parler un petit peu maintenant de la réalité de son peuple. Mauricio, a volta contigo. Falar um pouco da realidade do teu povo. Boa noite ou boa tarde. Bonsoir ou bon après-midi. Eu estou aqui como representante da nossa associação Curicama Yanomami. Em 1991, o território. Notre territoire a été délimité et reconnu légalement en 1991.
esse território tem 350 aldeias Yanomami, a gente vive nesse território. Ce territoire compte avec environ 350 villages. Nós Yanomami temos 6 línguas e temos 8 associações Yanomami. Uma é da nossa associação Curicama, que está no Rio Maraviá. Nous parlons, le peuple Yanomami parle 6 langues différentes. Il y a également 8 associations qui luttent pour les droits et qui représentent le peuple Yanomami. L'organisation de laquelle il vient s'appelle Curicama et qui réunit les Yanomami de 2 rivières, le Rio Preto et le Rio Marauia. A associação Curicama, qual é o papel da associação Curicama, que faz a articulação de Padaueri, o Rio Preto e o Marauiá. Il va parler maintenant de ce qu'ils font au sein de l'association Curicama. Ils réunissent les Yanomami du Rio Preto et du Rio Marauia. Ils possibilitent les échanges et un travail ensemble. E a associação organiza o conselho e a assembleia, que a gente sempre faz uma reunião para fazer uma discussão sobre os problemas. À la Curicama aussi, ils sont organisés en un conseil des leaders qui s'appelle Perium. Et également, ils réalisent des assemblées et des réunions entre les différents leaders où ils discutent leurs problèmes, essayent de trouver des solutions collectives. E por que a gente faz? Porque a associação organiza para defender o nosso direito, como a nossa cultura. E nesse caso, quando a gente temos a dificuldade na educação, saúde e na cultura. Alors, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Pourquoi ils se réunissent? En fait, c'est pour défendre leurs droits, pour garantir la survie du peuple au niveau culturel, pour affronter les difficultés au niveau de l'éducation, de la santé, qui est très très précaire, et puis valoriser leur manière de vivre. E por isso a associação começou a organizar sobre as cultura para valorizar mais a nossa cultura para os jovens, para não esquecerem e continuar e seguindo a nossa cultura. Une des activités de la Curicama va également dans le sens de faire un travail auprès des jeunes filles, jeunes garçons, pour qu'ils n'oublient pas la culture face aux grands problèmes que le contact avec la société brésilienne leur cause. E também
conhece organizações, todas as organizações, como já temos os problemas. Aí, enquanto isso, temos os problemas sobre ameaça nos territórios Yanomami, que hoje os direitos indígenas estão ameaçados pelos governos brasileiros. Alors, ils se réunissent aussi pour faire front à différentes menaces qui touchent leur territoire. Les droits indigènes aujourd'hui sont menacés par la prise de position du gouvernement brésilien. Sobre isso, nós, Yanomami, faz denúncia para todo o Brasil, para o internacional, para tentar dar pressão para o governo brasileiro, mas como o governo brasileiro quer acabar os direitos indígenas, ainda senador Romero Jucá disse que explorar minério mais áreas indígenas, roubar cada vez mais o povo de Roraima, enriquecer meus filhos. Para que isso? Para que as pessoas brasileiras não querem pensar, só enriquecer com seus filhos e para os Yanomami? Para Yanomami, a gente não enriquece os nossos filhos nem nossos pais. Porque o Napo quer enriquecer só os seus filhos e o resto. Maurice nous dit que nous, Yanomami, nous dénonçons au Brésil et aussi à niveau international pour que des pressions se fassent sur le gouvernement brésilien qui a fait le choix de vouloir mettre fin à la vie des peuples, des droits indiens et à la vie des peuples indigènes. Dans cette même optique, un sénateur de l'État de Roraima qui s'appelle Romero Jucá dit qu'il faut explorer les terrains, les richesses qui se trouvent sur les territoires indigènes pour pouvoir enrichir leurs fils. Et lui, il dit, et nous, est-ce qu'ils ne se préoccupent pas avec nous? Ils veulent enrichir leurs enfants, ils veulent qu'ils soient bien, et ils ne pensent jamais au peuple Yanomami. Isso que eu queria colocar para vocês, só para vocês pensarem também, para tentar ajudar o povo Yanomami que estamos sofrendo. Obrigado. Alors, c'est ça qu'il voulait vous donner comme message pour que vous écoutiez et puis que vous puissiez aussi faire quelque chose et aider le peuple Yanomami pour qu'il ne meure pas. Alors, Oui. Voilà. le territoire Yanomami est complètement envahi à l'heure actuelle par 24 000 chercheurs d'or, détruisant les territoires, polluant les rivières et apportant tout type de violence pour le peuple Yanomami, que ce soit par la mort, la dissimation, que ce soit par les maladies, la pollution des eaux, etc. Dans ce cadre, aussi, nous sommes ici en Europe dans l'optique d'une campagne internationale que nous ferons dans 6 pays pour essayer de trouver des appuis, de la solidarité et pour dénoncer ces abus face aux droits indiens et pour cet acte et la prise de position du gouvernement brésilien que l'on peut qualifier vraiment de génocide.
Alors, la SECOI travaille dans ce contexte depuis bon nombre d'années, presque 30 ans, et nous avons développé une perspective de travail selon 3 axes spécifiques. Le premier, l'éducation scolaire différenciée, bilingue et interculturelle, qui a pour objectif d'essayer de faire en sorte que les Yanomami eux-mêmes puissent définir l'enseignement qu'ils désirent pour leurs enfants, qu'ils puissent orienter leur école selon ce qu'ils pensent important d'apprendre et d'enseigner. D'apprendre de la société brésilienne, par exemple les mathématiques, la langue portugaise pour mieux se défendre des invasions, des problèmes liés à l'interculturalité, et puis aussi pour valoriser les choses qu'ils trouvent importantes que leurs enfants apprennent. La SECOI maintenant est dans une phase d'essayer de travailler avec le gouvernement de l'État de l'Amazone dans un partenariat qui vise à renforcer cette perspective d'école différenciée. L'idée, en fait, est de arriver à structurer d'ici quelques années une école totalement Yanomami, gérée par des Yanomami dans leur langue, avec les matières, avec les disciplines, et avec la dynamique pédagogique, méthodologique qu'ils désirent plus appropriée. Nous avons un programme de formation de multiplicateurs interculturels Yanomami, qui a pour but de qualifier, de préparer les Yanomami dans une perspective politique et dans une perspective plus technique, de gestion, d'apprendre à travailler avec l'administration, la gestion de projets, mais aussi d'avoir une vision critique par rapport aux menaces qui pèsent sur eux, et puis de définir par eux-mêmes des stratégies d'action, une gouvernance propre, et puis dans une perspective de faire leur choix. C'est dans cette perspective que les Yanomami ont établi les bases d'un plan de gestion territoriale et environnementale. C'est également dans cette perspective qu'ils ont structuré un protocole de consultation selon ce qui est également octroyé et reconnu par la Convention 169 de l'OIT. Et nous avons un troisième programme d'éducation à la santé qui a pour but d'abord de garantir une qualité de santé basée sur la prévention. D'autre part, nous travaillons aussi dans l'optique de valoriser les connaissances traditionnelles des Yanomami par rapport aux plantes, mais aussi valoriser le chamanisme, les cures traditionnelles par les sorciers, par les chamans Yanomami. Et c'est intéressant, maintenant nous voyons déjà quelques résultats. Il y a quelques années en arrière, il y a eu une forte tendance de ne plus avoir de jeunes qui désirent se former en tant que chamans. Et maintenant, après avoir perçu, puis avoir expérimenté l'assistance de la part du gouvernement brésilien, ils se sont rendus compte que ce n'était pas la mille merveilles qu'ils attendaient, et puis qu'il était très important qu'eux-mêmes valorisent leurs connaissances traditionnelles et puis réétablissent en fait ces connexions avec les esprits de la forêt, de l'environnement et de tout ce qui s'y passe. La SECOI a également un travail de lobby politique important face au gouvernement, face aux autorités, justement face à ces menaces maintenant qui touchent le peuple Yanomami, pas seulement en fonction d'une situation d'urgence maintenant, mais aussi dans une perspective de renforcer une prise de position pour que les politiques publiques jouent véritablement leur rôle face à ce qu'elles doivent faire dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé ou autre, et principalement maintenant dans la défense territoriale. Alors voici en grande ligne en fait ce que la SECOI a fait. Pour ça, nous avons bien sûr une petite équipe, trop petite et pas assez de moyens. Alors on en discutera un petit peu dans la deuxième partie de ce débat. Alors merci aux orateurs pour être bien brefs. Bravo, je vous félicite. On va passer effectivement à la deuxième partie dans laquelle on va parler des avancées qui ont été réalisées. Permettez-moi en 30 secondes de dire que j'ai vécu chez les Yanomami il y a une trentaine d'années et quand je vois tout ce qui s'est passé depuis, quand je vois Yanomami parler portugais, écrire, compter, pour moi c'est extraordinaire de voir ces organisations. À l'époque, il n'y en avait pas du tout. Il n'y avait aucune organisation, il fallait apprendre le Yanomami si vous voulez rester une des langues Yanomami si vous vouliez rester chez eux.
Et compter, c'était 1, 2, beaucoup et très beaucoup. Et éventuellement montrer les doigts d'une main ou de 2 mains. Donc là, j'aimerais qu'aussi, vous avez parlé des difficultés de transport, enfin déjà la question des déplacements, on a de la peine, nous, en Suisse, à comprendre. Et j'aimerais aussi qu'on comprenne bien tout ce parcours que les Yanomami sont en train de faire, finalement, à mon avis, très vite. Et bravo pour les ONG, les associations et maintenant leurs organisations qui font ce travail. Alors, qu'on voit à travers les projets et ce qui sont les difficultés, les défis aussi à surmonter peut-être dans les 60 prochaines années du mouvement de la coopération internationale. Donc, le MCI travaille en Colombie avec le peuple Embera, au Pérou avec les Quichua, le projet qui a été présenté tout à l'heure par Aurélien, au Brésil avec le projet avec les Yanomami, en Argentine avec le peuple Guarani et le peuple Mapuche qui fait frontière aussi avec le Chili en Patagonie. Et ces projets sont financés par la FGC. Le MCI est une organisation fondatrice de la Fédération genevoise de coopération et elle est une des 2 organisations qui travaillent au sein de la FGC avec les peuples amérindiens. Donc il y a là un savoir-faire et le grand défi c'est de créer une masse critique autour de tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé et toute la résilience de ces peuples par rapport à la constitution des États-nations qui les ont laissés marginalisés. Donc là, il y a un premier point. Ces projets continuent à développer justement ces savoir-faire et sont de l'ordre de l'anthropologie, de la sociologie, de la géopolitique. Donc ce n'est pas quelque chose tout simplement d'aller aider un peuple parce qu'il en a besoin. Il y a là vraiment des approches très intéressantes à développer avec ses partenaires. Et comme ça a été signalé, il y a eu une évolution par rapport à ces interventions des organisations du genre le MCI. Donc, au niveau des avancées, on voit par exemple que pour le FECONAT au Rio Tigre, le projet peut s'inscrire dans une démarche, dans une politique de redevance de la production pétrolière à travers un lobbying que les associations et les populations peuvent faire pour que ces redevances de l'extraction pétrolière ou de l'exploration et exploitation pétrolière puissent revenir à financer les projets de développement de ces localités. Mais c'est à double tranchant, parce que c'est une redevance, mais ça continue à polluer, et l'État vraiment ne fait absolument rien pour protéger les populations et leur habitat. Donc là, il y a un point à continuer à discuter, à thématiser. Curicaमा, au département de l'Amazone au Brésil, dont le financement pour l'éducation bilingue et interculturelle qui a été évoqué s'inscrivait, et je dis s'inscrivait dans une politique sociale qui avait été mise en place par l'ancien gouvernement avant l'arrivée du régime du monsieur Bolsonaro. Et ces politiques permettaient d'allouer un certain budget pour ces formations interculturelles, biculturelles, que Sequoia peut mettre sur pied. Bien sûr, ce n'était pas quelque chose que l'État donne comme ça, il faut aller le chercher, il faut faire tout un travail de lobbying pour le faire. Le Conseil assesseur indigène en Argentine, à travers une plainte collective auprès de l'État argentin, a pu récupérer quelques terres qui appartiennent et qui appartenaient au mouvement, aux populations mapuche. Mais
ces acquis ne sont pas obtenus pour toujours. C'est un pas en avant et 5 pas en arrière. On le connaît aussi ici en Suisse, mais là, c'est encore pire. Et comme avancée aussi, ça a été évoqué, c'est l'énorme résilience de ces peuples, de ces populations qui ont été, surtout en Amazonie, quelque part, c'est tant mieux laissées en arrière pendant la constitution des États-nations, mais qui ont été vite rattrapées par l'Occident à travers l'exploitation des ressources naturelles. D'abord le caoutchouc, après le bois, ensuite le pétrole et maintenant l'exploitation de l'or. Comme obstacle, pour, par exemple, avoir accès à ces redevances dans le cas du Pérou, les dossiers que les populations doivent composer pour l'administration publique sont très techniques et suivent des processus très ardus et en général, il faut les déposer auprès de l'administration publique qui est très centralisée et qui, comme on a vu dans la carte, se trouve à la capitale, à Lima, donc à des centaines de kilomètres depuis Iquitos ou des endroits où se trouvent, où siègent ces populations. Un autre obstacle, c'est le quasi-démantèlement des politiques sociales mises en place, comme c'est le cas au Brésil, ou le fort lobbying des entreprises multinationales liées à l'exploration et exploitation des ressources naturelles, l'eau, le bois, les métaux précieux. Et d'autre part, aussi un obstacle qui est plus au niveau des populations elles-mêmes, que c'est le caudillisme, que ça empêche que les comités ou la junta directiva, les comités de ces populations, ces savoir-faire ne soient pas transmis en toute sérénité aux nouveaux comités qui sont élus. Et ça, c'est un défi énorme au niveau aussi de la gestion des conflits et au niveau aussi de la pérennisation des savoirs. Donc, ce conseil des leaders, c'est quelque chose à continuer à travailler. Ces enjeux géopolitiques mettent en lumière le paradoxe entre l'abandon étatique de ces populations et l'accrochage qu'ont ces mêmes populations à un système qui pourrait leur donner la place qui leur correspond, comme gardiens de la culture de la forêt, ce qui veut dire de la biodiversité, de la communication intra- et interespèces vivantes, la médecine, etc. Ces enjeux politiques obligent aussi aux intervenants du genre le MCI ou autres à une démarche plus complexe. Je vais utiliser un mot barbare qu'on appelle ici en Europe la intersectionnalité, que c'est d'inclure une approche post-coloniale, parce que là, c'est vraiment, on est dans le centre des populations qui ont une forte résilience malgré toutes les politiques presque ethnocidaires qui ont eu en Amérique latine. Et donc, mais en même temps, en contrepartie, de faire aussi un recul par rapport à des visions qui quelquefois peuvent être infantilisantes ou naïves du monde amérindien. Donc ça, il faut faire une sauvegarde, il faut se prévoir de ne pas pouvoir faire ce type de lecture ou d'approche. Les défis pour le MCI se situent donc à plusieurs égards sur les questions culturelles, environnementales, sous un fond de plaidoyer comme instrument de visibilisation de ces réalités riches à plusieurs titres, mais exclues du système de gestion de tous les États. J'ai tenu encore longtemps. J'ai regardé. Merci. Alors, bon, d'abord, je voudrais dire que je pense que le type de projet qu'on met en application en Amazonie péruvienne, avec le soutien de la FGC depuis 2011, je
pense que c'est vraiment précieux. Je pense que c'est pas si facile que ça de trouver des appuis de ce type-là qui permettent de soutenir des organisations dans la durée. Et voilà, je pense qu'il faut le relever. Donc, je pense que les avancées les plus importantes pour moi, donc il faut bien comprendre que la stratégie, c'était de soutenir une organisation qui ensuite s'est mise en réseau avec d'autres, et puis a fait un travail de lobbying politique, de plaidoyer, comme tu dis avant, intensif, et puis depuis plus de 10 ans. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est au moins 10 ans qu'il faut, enfin là, c'est au moins 10 ans qu'il faut, voire plus, pour que on commence à voir les conséquences, en fait, les applications concrètes de mesures prises par l'État péruvien dans les villages Quechua. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des rounds de négociations, des accords qui ont été signés, au début pas appliqués, et puis ils sont revenus à la charge, et puis il y a eu des mobilisations, il y a eu des moments très intenses de confrontation. Et là maintenant, bon, il y a des décrets présidentiels qui ont été signés, qui donnent des engagements de l'État qui sont vraiment assez sérieux, en fait, sur notamment un plan, ils appellent ça un plan de comblement de lacunes qui va concerner l'ensemble des régions du nord de l'Amazonie qui sont affectées par l'industrie pétrolière. C'est un plan qui a été budgété à plus d'1,5 milliard de francs suisses, donc c'est vraiment conséquent. Alors ça commence à être appliqué, c'est pas encore, c'est un peu le début, mais on sent qu'il y a quand même une dynamique qui a été enclenchée. Et donc les résultats dans les communautés, ce qu'on peut voir maintenant, c'est clairement des projets d'infrastructure qui ont été réalisés, des centres de santé, des écoles, des centres de traitement des eaux, beaucoup de projets de démarcation des terres, c'est-à-dire que les terres qui ont été attribuées aux communautés sont plus importantes, et ça c'est très important, notamment pour la protection de la forêt, parce qu'on sait que plus il y a de terres démarquées, mieux elle est protégée. Et voilà, et d'autres projets encore qui sont finalement assez significatifs. Donc ça, je dirais que c'est les résultats qu'on voit maintenant, qu'on commence à voir maintenant dans les villages. Alors c'est difficile de pouvoir documenter, avoir une information fiable, précise, parce que c'est tellement loin, et puis il y a eu beaucoup d'acteurs différents qui sont intervenus. Donc, mais voilà, moi pour pouvoir faire ce suivi depuis 2009, en tout cas, c'est ce que je constate. Après, au niveau des difficultés, c'est clairement la question institutionnelle, c'est-à-dire que donc là, il y a deux facteurs. Donc là, on parle d'une organisation indigène qui représente une trentaine de villages, de communautés, qui sont donc situés très loin, très difficile d'accès, sans moyens de communication, sans ressources aussi pour que leurs membres puissent se déplacer. Ça coûte très cher, ça coûte des milliers de francs pour pouvoir faire le voyage. Si on veut faire le voyage par ses propres moyens pour aller dans cette région. Et puis en fait, dans la culture indigène, c'est très important cette notion de participation, c'est-à-dire qu'ils fonctionnent avec des assemblées, il faut que tout le monde puisse participer, que les dirigeants sont élus, donc ils attachent beaucoup d'importance et c'est difficile de l'appliquer en fait dans la pratique. Et ça, il y a aussi, je pense, des questions de limitation au niveau des connaissances, en fait, de leur formation en gestion institutionnelle. Donc ces facteurs-là, ça fait qu'en fait, il y a une certaine instabilité, il y a des divisions internes, des conflits, des dirigeants qui font sécession. Il y a un historique de conflictivité, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, ou de conflit depuis 10 ans, on pourrait en dire plusieurs tables. Et puis l'autre, c'est la question, en fait, c'est en lien, l'autre facteur qui explique en fait, ces difficultés de gestion institutionnelle, c'est en lien avec cette problématique du pétrole, en fait, où il y a beaucoup d'argent en jeu, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'intérêts. Il y a justement eu, là, si je vous ai dit, ça fait 10 ans qu'ils essayent de discuter, donc il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup de gens qui remettent en cause les stratégies adoptées, il y a ça crée beaucoup de divisions. Et ça, une des conséquences, et aussi, je pense, la surcharge de travail des dirigeants indigènes qui sont Iquitos, le manque de moyens, le fait que les techniciens n'aient pas
n'avez pas des bons salaires, qu'ils n'aient pas suffisamment de temps pour faire tout le travail qui leur retombe dessus. Ça crée justement cette instabilité institutionnelle avec des changements à répétition dans les dirigeants, dans les conseillers, ces problèmes de division interne, de communautés qui font sécession, etc. Et en fait, c'est vraiment un défi d'avoir maintenu en fait, l'unité, la cohésion de cette fédération pendant plus de maintenant depuis 2009, donc ça fait plus de 12 ans. Quoi. Et je pense que ça, c'était en même temps vraiment la clé pour pouvoir arriver à réussir à, comme je vous ai dit avant, l'application de ces projets concrets dans les terres. Donc ça, c'est un peu pour moi le bilan que je peux faire en ce qui concerne le projet de l'Amazonie méridionale. C'est bien, c'est intéressant parce que Auriel nous parle au sujet des défis institutionnels, des difficultés réelles dans le processus organisatif des peuples indigènes. C'est exactement la même chose au Brésil. Là, il me semble que la réalité est différente en ce qui concerne le contexte, le panorama politique, qui me semble un peu plus favorable au Pérou qu'au Brésil actuellement. Assez instable. Voilà. À ce sujet, je voudrais faire une réflexion, souligner quelques points qui me paraissent fondamentaux quand on discute la coopération et quand on discute l'appui à des projets de ce genre. Il faut prendre note, il faut être sensible à quelques questions très souvent qui passent non aperçues, voilà, inaperçues. Un de ces premiers défis, c'est la compréhension de comment se passe le processus de développement régional, local dans ces pays. Des processus extrêmement accélérés et puis verticalisés. Je vais vous citer un petit exemple. En 1975, quand j'ai quitté Genève, le canton avait environ 335 000 habitants. Maintenant, il en compte avec 496 000, une progression d'environ 400%. Cette même année, quand je suis arrivé à Manaus, il y avait 270 000 habitants. Maintenant, il y a plus de 2 200 000, 2 300 000. Entre 720 et 750% d'augmentation. Alors, on est dans un autre créneau. Ça signifie un développement chaotique, complètement désorganisé, avec des politiques publiques qui ne savent pas quoi faire, comment faire, avec énormément de corruption, et puis dans un contexte social de beaucoup de violence. Il y a la situation de l'instabilité politique. Le projet, la réalité que l'on vit, elle est d'extrême fragilité dans les processus politiques des politiques publiques, de la manière comme elles sont mises en place. Nous avons de notre part fait de nombreux efforts dans une perspective d'établir des liens, susciter des responsabilités, établir des partenariats avec des municipalités, avec l'État ou même avec des organismes fédéraux. Je vais vous citer 2-3 exemples pour que vous ayez l'idée de l'ampleur de ces difficultés. En 2021, nous avons essayé pendant longtemps, avec beaucoup d'efforts, de discuter la possibilité d'un partenariat avec le secrétariat d'éducation. En une année, a changé 4 fois le secrétaire d'éducation. Chaque fois, il a fallu recommencer. En 2008, le préfet, on était en pleine discussion avec un préfet, dans la même optique, au niveau municipal. Il y a eu les élections, il a été élu un major de l'armée, et en comprenant les activités que la SECOR faisait dans la région, il a essayé de nous expulser de la municipalité. Heureusement qu'il était expulsé avant. Il y a les problèmes de la responsabilité sociale qui est extrêmement réduite dans le domaine de la santé, de l'éducation, de l'assistance de base pour ces populations, et en ce qui concerne la gestion territoriale, que ce soit municipale, de l'État, des parcs et des réserves naturelles, que ce soit des démarcations des territoires indigènes. Une extrême confusion. Il y a également
les problèmes liés à la structure économique qui donne le rythme à tout le reste. Et en Amazonie, en dehors de la zone franche de Manaus, toute la structure économique est encore basée sur des principes traditionnels de l'extractivisme sauvage. Hein, que ce soit pour l'or, que ce soit pour le bois, que ce soit pour le poisson, que ce soit pour les fibres de la forêt, etc. Ces structures économiques, elles sont associées aux structures politiques locales. Ça veut dire que très souvent, les entrepreneurs, les dirigeants, etc., ce sont eux qui dictent les règles. Ce sont eux qui font les lois, et ce sont eux qui font l'impulsion économique dans le sens qu'ils le désirent. De ce fait, une augmentation terrible des injustices sociales, plus de pauvreté, moins de pouvoir acquisitif pour la population de manière générale, et surtout moins de droits. Alors, tout ça, ça crée un autre problème qui est une augmentation vertigineuse d'une instabilité sociale. Il y a plus de violence, il y a plus de conflits, il y a plus de désentendements et il y a beaucoup plus de préjugés envers les autres peuples. À cause de quoi? L'incompréhension de l'autre, les intérêts économiques directs sur les territoires indigènes, sur les territoires des autres populations traditionnelles, de pêcheurs, les quilomboles, etc. Il y a, dans ce sens, un profond non-respect de la législation, des lois. Qui fait la loi, c'est qui a l'argent, qui a le pouvoir économique. Alors les lois qui sont établies à niveau national, à niveau de l'État, ou même établies à niveau international, ça ne veut rien dire. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'emprise de la législation fédérale ou même d'État sur ces réalités. Et ceci a encore empiré très très nettement depuis le gouvernement Bolsonaro, une fois qu'il a réduit la force institutionnelle des organismes chargés de l'environnement, chargés de la protection des peuples indigènes, de l'organisation sociale de manière générale dans les territoires. Nous sommes dans le développement de nos projets confrontés à une autre difficulté, qui sont les difficultés géographiques, environnementales, parce que le temps, l'espace et les moyens de communication n'ont rien à voir avec la Suisse, n'ont rien à voir avec le sud du Brésil, n'ont rien à voir avec Brasilia, n'ont rien à voir avec Manaus. C'est un autre temps, c'est un autre monde, c'est un autre univers. Alors, dans cette perspective, il y a aussi ce qu'on appelle, nous, le coût amazonien. Je vous parlais de 600 litres pour faire un voyage. Imaginez le coût d'une réunion pour réunir les Indiens de différentes rivières. Qu'est-ce que ça signifie promouvoir une articulation entre plusieurs peuples? Qu'est-ce que ça signifie organiser l'allée d'une délégation à Manaus ou à Brasilia pour participer du campement Terra Libre? C'est cher. Le litre d'essence maintenant dans l'intérieur des terres, il arrive presque à 10 reais, 2 francs suisses. Avec le pouvoir acquisitif, pas du franc suisse, mais du réal, dans l'intérieur des terres. Alors, vous pouvez imaginer ce que ça peut représenter. Alors, je voudrais maintenant essayer à partir de cette observation, de ce cadre, de cette conjoncture sociale, politique, socioculturelle, économique, qu'est-ce que tout ça peut signifier dans le développement d'actions directement sur le terrain? Une action qui se veut, qui va dans le sens de défendre les droits, de promouvoir des possibilités, de garantir des droits, et puis de faire en sorte que les Yanomami, la Curicam, d'autres associations puissent se prendre en charge. Il y a un défi énorme. Et puis il y a également cette difficulté face à la coopération internationale. Et pourquoi? Parce que dans ce contexte que j'essaye de vous décrire,
renforcer la gouvernance, le processus qui vise l'autonomie et la prise en charge par soi-même pour les Yanomami, est un défi énorme, prend du temps, énormément d'énergie, avec des moments de haut, de bas, comme Aurélien l'a très bien expliqué, avec des conflits internes, avec des soudoiements de leaders, avec des difficultés de gestion de ressources financières, de compréhension de ces processus plus complexes de notre société, avec des formes de communication qui n'ont rien à voir. Alors moi je dirais, maintenant, s'il fallait que je donne un message par rapport à la solidarité internationale, je dirais qu'il est important d'abord de connaître. Il faut connaître les peuples. Il faut reconnaître le contexte dans lequel ils vivent. Il faut percevoir ces difficultés, ces spécificités socioculturelles, politiques, économiques et autres. Il faut comprendre que des changements sociaux dans le Sud demandent beaucoup de temps. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Le rythme est autre. Qu'il est absolument fondamental de permettre à ces peuples de s'organiser à partir de leur dynamique socioculturelle, pas de la nôtre. Sinon, ça ne joue pas. Il faut absolument qu'on arrive à nous mettre dans un équilibre, dans un espace de temps, de culture, etc., qui puisse dialoguer. Et souvent, ce n'est pas le cas. Notre rythme va trop vite. Puis on dit, bon, ben, pressez-vous. Ben, écoutez, ça ne joue pas comme ça. Il nous faut des résultats. C'est pour ça qu'on a un cadre logique, c'est pour ça qu'on a des budgets, c'est pour ça qu'il faut des évaluations, etc. Alors, il y a le besoin urgent de faire en sorte que ces instruments de monitoring, d'accompagnement, d'évaluation, de proposition des projets soient rediscutés. Pour moi, c'est absolument nécessaire. Sous la menace ou sous le risque de faire en sorte que nous soyons complètement à côté de nos plaques, et surtout à côté de leurs plaques. De plus, il faut arriver à tisser des ponts véritables entre la coopération internationale avec la coopération nationale. Et là, il y a des manques énormes. Les Yanomami, ils ont des alliés locaux. Il y a des réseaux qui se passent. Et très souvent, ces réseaux, ces dynamiques beaucoup plus régionales ou locales, sont complètement oubliés de la perspective de la coopération internationale. Ce que je dirais encore, c'est que une bonne solidarité devrait permettre des appuis consistants et tellement conséquents qu'ils puissent permettre au sujet propre de ces changements de se faire naturellement, de se faire dans le rythme à partir de leur savoir-faire, à partir de leur capacité de percevoir les enjeux, de percevoir les problèmes, de percevoir les dangers. Si moi je dis à un Yanomami, ah il est super, ah on va faire ça, ah, de ma tête je dis que c'est une stratégie fantastique. Si lui ne la comprend pas, ça ne sert à rien. Et très souvent, on est dans cette logique-là. Je pense que chaque fois plus, nos projets de solidarité, ils doivent partir d'une capacité, je demandais même le mot, d'être des projets structurants, c'est-à-dire des projets qui donnent toutes les conditions nécessaires pour consolider des dynamiques sociales, politiques et autres qui partent des intéressés, qui partent des indigènes. Ça veut dire structurer, donner des conditions, le temps qu'il est nécessaire. 9 ans, dans quelques endroits ça peut être moins, mais dans d'autres endroits ça peut être plus. Alors pourquoi se restreindre à des barrières ou à des schémas ou à des face auxquels on peut restreindre, on peut réduire presque à néant
des dynamiques parce qu'elles sont encore pas assez proches, pas assez fermes, et mettre en jeu tout un travail. Alors, ce qui arrive dans le Sud doit partir en fait de la compréhension de cette différence. Et que si les processus ne partent pas d'une dynamique et d'une initiative propre pour renforcer la gouvernabilité, pour renforcer le développement durable dans tous ses sens, alors rien n'est fait. Si je pensais maintenant par exemple à la FGC, qui se trouve dans une structure politique, économique et sociale stable, qui peut avoir la garantie de travailler tranquillement parce qu'elle sait que l'État a établi des normes de bonnes normes par rapport à la coopération. Nous ne pouvons pas dire la même chose dans le Sud. Nous travaillons chaque fois avec l'épée sous la gorge parce qu'on ne sait pas si notre projet sera approuvé pour plus de 3 ans. Et ça, dans un contexte politique extrêmement instable, qui ne nous garantit pas que le gouvernement va reprendre le lien. Au Brésil, c'est absolument pas le cas maintenant. Et ça va reprendre des années jusqu'à ce qu'on arrive à reconstruire des dynamiques sociales, des droits qui ont été complètement foutus en l'air par ce gouvernement. Alors, ce que je veux vous dire par là, il est nécessaire d'avoir une compréhension de ces nuances politiques et autres dans chaque endroit. Et le cas Yanomami, ce qui est en train d'arriver par rapport à la minération garimpo illégale, c'est la parfaite démonstration de nos limitations dans la solidarité si on n'arrive pas à repenser notre présence, notre forme d'action et puis notre solidarité. C'est ce que je voulais essayer de dire. Je sais que c'est un peu confus, mais je trouvais important de le dire. E puis, je voudrais demander a Maurício, Maurício, eu quero que tu falasse agora para a gente, para nossos amigos aqui, para ti, como tu acha que essas pessoas, as instituições da Suíça, o MCI, a Federação Genebrine de Cooperação, como tu acha que eles deveriam trabalhar com vocês? Tá. Para nós, Yanomami, quando a gente pede apoio para os internacionais para ajudar, aí tem que entrar em contato com os Yanomami e dialogar, conhecer a dificuldade dos Yanomami. Aí tem que ter apoio mais suficiente enquanto a gente estamos sofrendo, para tentar evitar esses problemas como a gente estamos sofrendo hoje. Porque ninguém temos as forças dos outros nossos parceiros que interessam de ajudar os povos Yanomami e povos indígenas. Para ter essas forças de conhecer, dialogar os internacionais, tem que ter acompanhamento para os Yanomamis e para minimizar de estupro das mulheres Yanomami, como está acontecendo hoje nas terras indígenas. Muitas vezes os Yanomami já morreram. Nesses momentos, os
governos, os parceiros, os apoiadores dos internacionais têm que ter mais apoio para os Yanomami, tem que pensar de respeitar os Yanomami. Nós Yanomami precisamos viver também. Por isso a gente estamos viajando longe para procurar apoio para os internacionais, para colaborar as forças junto com a floresta, junto com o povo Yanomami. Assim que a gente queremos a força. Pour nous, Yanomami, quand nous demandons de l'aide, même au niveau des institutions internationales, pour nous, il est important qu'ils comprennent et qu'ils entrent en contact avec nous, qu'ils dialoguent, qu'ils connaissent notre réalité, qu'ils connaissent nos difficultés. Nous n'avons pas d'appui suffisant maintenant, et c'est pour ça que nous souffrons. Pour éviter tous les problèmes qui nous touchent maintenant, et face auxquels nous n'avons pas assez de force. Pour avoir la force suffisante, il est fondamental que nous ayons plus d'appui pour minimiser tant de problèmes, comme par exemple le viol de nos femmes, comme c'est arrivé, il n'en parle parce qu'il était très touché, il a reçu l'information de jeunes filles de 12 ans ou même moins, qui ont été violées jusqu'à être complètement mortes par des Garimpeiros récemment dans leur territoire. Et il dit que très souvent, les Yanomami meurent parce que le gouvernement ne fait pas ce qu'il doit, parce que les partenaires n'ont pas assez de moyens et parce qu'ils auraient besoin de plus d'appui. Il pense que le peuple Yanomami mérite plus de respect. Nous aussi, nous avons le droit et nous avons besoin de vivre. Et quand il parle de cela, ça veut dire selon leur modèle de vie, selon leur manière de vivre. C'est pour ça qu'il est venu en Europe, voyager tant loin, pour essayer de rechercher ces appuis, pour essayer de trouver plus de personnes qui peuvent collaborer avec leur lutte dans la forêt. Obrigado.